Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un avis lecture. J'ai 6 lectures en tout à vous présenter, 4 romans et 2 graphiques, et vous allez voir qu'ils contiennent déjà mes premiers coups de cœur de l'année 2022. Ça a été que d'excellentes lectures et je vais évidemment vous parler en particulier de mes coups de cœur. Et on va commencer tout de suite par le premier qui est lui un coup de cœur. Il s'agit de Prospérine, et la phrase sans fin de Lord Argelos. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2022. Je l'avais reçu en e-book grâce au PLIB, mais j'avais entendu dire qu'il valait mieux se le procurer en papier pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience proposée par l'autrice. Et effectivement, j'étais ravie de l'avoir en papier. Je vous expliquerai pourquoi juste après vous avoir parlé du résumé. On est ici dans un roman un petit peu particulier puisque on se situe dans un monde où l'univers est en fait créé par les textes des auteurs dans notre monde, c'est-à-dire les auteurs de romans, mais pas que, ne serait-ce qu'un enfant qui écrit une histoire dans un cahier, ça crée un village par exemple dans ce monde, et on va se focaliser sur Prospérine qui est du clan des virgule points, c'est-à-dire que sa famille a en charge de s'occuper dans le texte qui a créé leur village, et en fait chaque famille doit donc s'occuper de son propre caractère. On a par exemple le clan des points-virgules qui eux sont très importants et très respectés, c'est un petit peu la noblesse du village, et qui eux donc s'occupent des points-virgules, tandis que le clan de Prospérine s'occupe d'autres parties du texte. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se rendre compte que ce texte est en train un petit peu de disparaître, c'est-à-dire qu'ils doivent l'entretenir chaque année, c'est normal, mais là on a carrément des caractères qui sont en train de s'effondrer, et la situation va clairement s'empirer au moment où Prospérine va découvrir un des habitants du village mort, et elle va se lancer dans une enquête qui va l'emmener à la capitale, dans laquelle tous les personnages s'expriment, je vous le donne en mille, en capitale, donc en lettres majuscules, et elle va surtout croiser le chemin d'un des membres du clan point virgule, et elle va être un peu forcée de collaborer avec lui, et donc on va se lancer dans une enquête. C'était un livre extrêmement drôle, très bien fait, et un petit peu spécial, je vous le disais évidemment, vu le sujet, mais c'est vraiment très bien mené, c'est très intelligent, c'est plein d'esprit, je me suis énormément attachée au personnage, et j'ai également beaucoup apprécié l'expérience de lecture sur papier, vous allez voir tout de suite pourquoi. On est dans un livre où en fait l'objet livre est au service du texte lui-même. Vous voyez, ça peut passer par ce genre de petits détails, donc simplement du texte en gras et souligné, mais parfois c'est beaucoup plus travaillé. Je vais vous trouver un ou deux exemples. Vous avez de très belles illustrations et des pages qui sortent vraiment de l'ordinaire. Par exemple, vous voyez ces pages en blanc sur noir avec le texte qui s'écroule à la fin. C'était vraiment une très belle histoire, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, ça sort vraiment de l'ordinaire. Si vous cherchez quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs, et ben écoutez, testez celui-là. Ça m'a fait penser un petit peu évidemment au vu du thème à La grammaire est une chanson douce et ses suites de Erik Orsena, mais c'est beaucoup plus moderne, et le côté enquête rajoute également une touche de mystère. C'est pas non plus très méchant, mais il y a quand même une certaine recherche, pas mal de finesse. Le twist final, j'avoue, je l'avais vu venir, mais c'est parce que je lis beaucoup d'enquêtes et de thrillers à côté. Je suis très contente de l'avoir lu pour le PLIB. Celui-là, c'est sûr qu'il sera dans mes 5 finalistes. J'avoue que ça commence à devenir difficile. Je pensais avoir à peu près déjà ma liste de finalistes, mais celui-là s'y est rajouté, et vous allez voir que ça ne s'arrange pas par la suite. Mais en tout cas, celui-là est en très bonne place dans mon classement personnellement. Après avoir lu Prospérine, j'avais envie de changer d'ambiance, et je me suis donc tournée vers Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet, qui est le deuxième tome dans la saga qui concerne son enquêtrice Grace Campbell, qui est une enquêtrice écossaise. On l'avait rencontrée pour la première fois l'année dernière dans Le Dernier Message. Le Dernier Message avait été une lecture très agréable pour moi, j'avais beaucoup aimé, ça avait été une de mes premières lectures de l'année dernière, et donc j'avais envie de réitérer l'expérience et de commencer 2022 avec un autre Nicolas Beuglet, et ça n'a pas raté, c'était une excellente lecture. On suit donc Grace qui a résolu l'enquête de l'année dernière et qui a un petit peu redoré son blason auprès de sa hiérarchie parce qu'elle avait été mise au placard avant l'enquête dont il était sujet dans Le Dernier Message. Et en fait là on va se tourner vers son passé. Si vous avez lu le premier tome, vous savez que Grace a chez elle un placard dont on ne connaît pas le contenu,
Et en fait, ce deuxième tome va nous permettre d'élucider le mystère qui tourne autour du passé de Grace. Donc là-dessus, j'ai pas envie de vous en dire plus parce qu'évidemment, j'ai pas envie de vous spoiler. Ça vous gâcherait toute la surprise du mystère du tome 1, mais sachez que cette enquête va avoir d'autres ramifications, c'est-à-dire qu'elle ne va pas simplement se limiter au passé de Grace, elle va mettre à jour un complot qui existe depuis très longtemps et qui fait encore beaucoup de victimes de nos jours. J'ai vraiment pas envie de vous gâcher la thématique, sachez simplement qu'on est sur en quelque sorte une réécriture ou une réinterprétation des origines d'un conte que l'on connaît bien. C'est un conte qui, moi, depuis toute petite, m'a toujours mis très mal à l'aise et ça a confirmé effectivement le sentiment que j'avais vis-à-vis de lui. Clairement, si vous êtes sensible aux histoires qui concernent les enfants, évitez ce livre ou peut-être renseignez-vous avant parce qu'on est sur une thématique très dure, il y a des passages très noirs. Ça m'a fait pas mal frissonner, ça m'a mis, encore une fois je le dis, très très mal à l'aise, surtout vis-à-vis de la réinterprétation du conte, mais c'est bien la preuve que Nicolas Beuglet sait y faire, sa plume est toujours aussi efficace. Je trouve qu'il a une plume vraiment très très affûtée, j'aime beaucoup comme il écrit. C'est pas juste efficace au niveau de l'enquête, c'est-à-dire que la plume est d'une très très bonne qualité, j'aime beaucoup le personnage de Grace, on s'y attache énormément et là on comprend vraiment ce qu'elle a vécu. Elle me fait penser un petit peu à un Franck Charcot dans son côté écorché, mais avec des traumatismes qui remontent encore plus loin et qui sont peut-être encore plus lourds à porter par certains côtés. J'ai adoré, surtout la fin me laisse présager du très très bon pour la suite et elle m'a clairement donné envie de lire l'autre saga de Nicolas Beuglet qui concerne l'enquêtrice qui s'appelle Sarah et qui habite je crois en Norvège ou au Danemark. Je suis ravie d'avoir lu ce tome et clairement j'ai hâte de découvrir le reste du travail de cet auteur, mais donc voilà un excellent thriller. Sachez simplement que si vous n'aimez pas les histoires qui touchent aux enfants, et ben renseignez-vous sur celui-là au préalable parce que c'est vraiment une thématique centrale de ce roman et qui peut à mon avis en toucher certains de trop près. Donc renseignez-vous, mais sinon si vous avez aimé celui de l'année dernière, celui-là vous ravira, j'en suis sûre. Comme le passager sans visage m'avait un petit peu traumatisée, je dois dire, j'avais envie d'enchaîner sur quelque chose de plus léger et j'ai donc sorti une de mes lectures du Cold Winter Challenge. Il s'agit de Amari and the Night Brothers de B.B. Alston. On est ici sur un roman jeunesse middle grade. On va suivre Amari. Amari est une jeune fille afro-américaine de 12 ans environ et elle va dans un lycée un petit peu bourgeois parce qu'elle a reçu une bourse d'études. Le problème c'est qu'elle s'entend très très mal avec ses camarades et que ses camarades vont un peu la pousser à bout et arriver carrément à la faire virer de cette école. J'ai dit lycée mais le collège quoi, vous avez compris. Et en fait on comprend vite que ce qui fait que Amari est dans une situation très compliquée, c'est que son grand frère a disparu et que c'était lui en fait un petit peu qui aidait la famille à tenir debout. Sa mère travaille énormément, elle est aide-soignante dans un hôpital, mais elle a du mal à joindre les deux bouts et c'était vraiment le frère qui faisait que la famille tenait sur ses deux jambes. Et la disparition de son frère Quentin a vraiment placé la famille dans une situation de grande détresse jusqu'au jour où un étrange messager slash livreur va lui apporter un colis, une valise dans laquelle elle va recevoir un message de la part de son frère. Elle va découvrir que son frère était en fait agent de ce qu'on appelle le bureau des affaires surnaturelles et il lui a réservé une place pour elle pour devenir stagiaire, pour devenir agent junior si elle réussit les examens. Et elle va donc se rendre dans ce bureau, non pas réellement pour devenir agente, mais surtout parce qu'elle pense que ça pourrait lui permettre d'élucider le mystère de la disparition de son frère. Et en fait, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va se rendre compte qu'elle est très très spéciale et qu'elle a un statut vraiment très particulier au sein du monde magique. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un roman qui est quand même assez court et j'ai pas envie de vous spoiler. C'était très très chouette, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa, j'aurais été ravie d'avoir ça quand j'étais ado. Ça a un petit peu des vibes de Harry Potter, clairement on arrive dans un monde magique qu'on ne connaît pas, elle a un statut particulier, etc. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais en même temps ça arrive à renouveler le genre. J'ai trouvé ça très chouette, j'ai trouvé ça très moderne, c'est surtout très inclusif. L'auteur est afro-américain et il a décidé d'en faire une héroïne afro-américaine. Il le dit dans son prologue. À l'origine il avait écrit, je crois, je sais plus si c'était une petite fille ou un petit garçon, mais bref, un enfant blanc, et en fait il se sentait mal à l'aise d'écrire là-dessus. Il s'est rendu compte que si vraiment il voulait écrire sur un héros qui lui correspondait, il fallait choisir un personnage afro-américain, et donc on est sur un livre jeunesse très inclusif, c'est vraiment très bien fait. On aborde tout un tas de sujets autour de l'amitié, autour de la tolérance, autour de la gestion des émotions et de la colère notamment. Il y avait aussi quelques moments très drôles, j'ai beaucoup aimé les ascenseurs, vous verrez pourquoi si vous le lisez. Bref, un très très chouette
êtes livre de jeunesse ou middle grade, si vous avez des ados qui aiment la fantasy ou le fantastique, celui-là sera parfait. Je vous le dis, c'est vraiment très moderne et c'est ça qui était rafraîchissant, c'est que même si ça ne révolutionne pas les codes du genre, ça rajoute quand même un côté assez frais, assez fun, qui fait du bien, et c'était une très très chouette petite lecture. Avoir lu Amari, ça m'a mis un petit peu dans le mood pour continuer à lire du middle grade slash young adult en fantasy, et donc j'ai enchaîné sur Dragon et mécanisme de Adrien Thomas, que j'avais acheté le mois dernier en France, et mon dieu, quelle excellente lecture, j'étais vraiment ravie d'avoir lu ce livre. On est ici dans le même univers que Engrenage et Sortilège et également Vaisseau d'Arcane. J'ai lu Engrenage et Sortilège il y a 3 ans environ, je ne me souvenais pas de tout mais ça m'a pas franchement gênée. Je n'ai pas encore lu Vaisseau d'Arcane mais clairement celui-là a confirmé l'envie que j'avais de le lire déjà. Dans ce livre, on va suivre 2 personnages, d'une part Dag qui est un voleur et qui habite sur une île qui s'appelle la Xamorée. C'est une île en fait dans laquelle il y a plusieurs cités-états et qui borde en fait une jungle infestée de dragons, et donc le peuple de la Xamorée, c'est l'ennemi ancestral des dragons, et cette île fait partie d'un monde dans lequel il y a d'autres pays, d'autres civilisations, dont je crois que le nom c'est Astérocle, dont Astérocle, et en fait on va rencontrer Mira qui est l'héritière du trône d'Astérocle, sauf qu'elle s'est fait chasser de son trône par un usurpateur qui a fait assassiner, ou en tout cas qui a fait disparaître ses parents, et elle est donc en fuite et elle va se réfugier en Xamorée parce qu'il y a quelque chose qui se produit dans cet univers, c'est-à-dire que l'énergie, l'arcanium, qui est la source de la magie, est en train de s'effondrer, et Mira se dit que si elle arrive à aller en Xamorée pour résoudre le mystère de l'effondrement de l'arcanium, elle fera d'une pierre deux coups, c'est-à-dire échapper à l'usurpateur du trône de ses parents d'une part, et d'autre, se rendre crédible en tant que scientifique, ce qui lui permettrait de récupérer plus facilement son trône dans la mesure où Astérocle est une géniocratie, c'est-à-dire une civilisation dans laquelle les dirigeants sont choisis pour leur intelligence et leur créativité. Je vous en dis pas plus parce qu'après on se lance dans tout un tas de complots politiques qui d'une part serait un petit peu compliqué à résumer et d'autre part j'ai pas envie de vous spoiler, mais sachez que c'était très très bien construit, j'ai adoré Cuthbert, je vous dis pas qui il est ni ce qu'il est, mais je l'ai adoré, il était vraiment très très drôle, j'étais fan de ce personnage. J'ai beaucoup aimé également le personnage de Kimba, qui est une personne qui a élevé Dag et qui reste avec lui, vous verrez comment. J'ai beaucoup aimé la mythologie de ce monde. Il y a 3 ans, j'avais beaucoup aimé Engrenage et Sortilège, mais c'était pas non plus un coup de cœur, tandis que là, oui, on est sur un petit coup de cœur. J'ai tout apprécié dans ce livre, que ça soit les personnages, le monde construit, l'humour, mais aussi le fait que ça soit très inclusif. Il y a aussi de beaux messages dans ce livre, notamment sur le handicap, mais pas que. Enfin bref, si vous cherchez de la très bonne fantasy middle grade young adult, et ben écoutez, foncez. Adrien Thomas, c'est vraiment accessible à tout le monde et on y trouve tous notre compte. Celui-là, je vous disais tout à l'heure que déjà j'avais dû faire un petit peu de la place dans mes 5 finalistes pour caser Prospérine, et ben il va falloir que je fasse une place pour celui-là aussi parce qu'il est passé devant d'autres romans que je pensais jusqu'ici mettre dans mes 5 finalistes. C'est à ce point, c'était vraiment une excellente lecture, je vous le recommande vivement. Si vous vous demandez s'il vaut mieux commencer par Engrenage et Sortilège, oui, à la limite, parce qu'on a un événement dans celui-là qui fait référence à Engrenage et Sortilège, et si vous n'avez pas lu Engrenage et Sortilège avant, vous allez clairement vous demander de quoi ça parle, mais c'est pas non plus central dans l'histoire, vaut mieux les voir plutôt comme des tomes compagnons, ce ne sont pas des suites du tout, mais pour l'enchaînement logique des choses, commencez peut-être par celui qui a été publié en premier. Moi, en attendant, je me fais une joie à l'idée de savoir qu'il me reste du Adrien Thomas dans ma pile à lire, et surtout que je vais pouvoir lire cette année, je pense, si j'arrive à me le procurer, Vaisseau d'Arcane. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore Adrien Thomas, foncez, c'est de la fantaisie francophone de très très grande qualité. Encore une fois, ne vous arrêtez pas à l'étiquette jeunesse de cette saga et d'Engrenage et Sortilège. C'est de super lectures, quel que soit l'âge et quel que soit également le niveau, entre guillemets, du lecteur en fantasy, que l'on soit débutant ou que ça soit un genre que l'on lit régulièrement. Il y en a vraiment pour tout le monde. Adrien Thomas, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à renouveler les codes du genre, qui arrive à jouer avec. Dans ce monde, c'est vrai que ça je l'ai pas dit, dans ce monde on n'est pas que sur une magie au sens sorcellerie, esprit, etc. Il y a aussi une place importante laissée à la technologie et surtout le croisement entre technologie et magie, d'où le titre et d'où aussi le titre de Engrenage et Sortilège. C'est ça le thème de cette saga, ça me paraissait tellement évident que j'en ai même pas parlé, mais voilà, il y a toute une réflexion là-dessus. Donc si vous cherchez encore une fois une bonne saga de fantasy qui change clairement du reste, celle-là est faite
pour vous, les couvertures sont canon, enfin bref, je sais pas quoi vous en dire de plus, lisez du Adrien Thomas et si vous cherchez une saga par laquelle commencer, commencez par celle-ci. On en a fini avec les romans, on va enchaîner sur 2 graphiques et vous allez voir que là encore, j'ai 2 très belles lectures à vous présenter. La première lecture, c'est mon premier coup de cœur graphique de cette année, il s'agit de Lore Olympus de Rachel Smith. C'est l'intégrale numéro 1. Lore Olympus est à l'origine un webcomic et ils sont publiés cette année en volume comme ça qui regroupe tout un tas d'épisodes et donc on est ici sur le premier tome. Le tome 2 sortira il me semble cet été. Vous l'aurez compris d'après le titre, on est ici sur un webcomic qui revisite la mythologie grecque et plus précisément il revisite le mythe de Hadès et Perséphone. On est dans un contexte moderne, on se trouve dans une grande ville et on va suivre donc les 2 personnages au début en parallèle jusqu'à que leurs chemins se croisent. On a Perséphone qui est une jeune fille qui est la fille de la déesse Déméter, Déméter étant la déesse de l'agriculture, et sa mère veut la surprotéger, elle ne veut pas qu'elle sorte, elle ne veut pas particulièrement qu'elle ait d'amis et surtout pas de mauvaise fréquentation, elle veut qu'elle reste vierge pour devenir un symbole de pureté et d'innocence. Elle lui a construit en quelque sorte une prison dorée, mais on sent clairement que Perséphone souffre, elle souffre beaucoup, jusqu'au jour où elle arrive à sortir avec son amie Artémis, et elles vont dans une soirée dans laquelle elles vont croiser Hadès, Hadès qui est bien évidemment le dieu des morts, et dans cette version, Hadès est quelqu'un de très seul, de très mélancolique. Il a une petite amie, mais clairement cette relation ne va nulle part, il souffre de cette solitude, c'est quelqu'un qui a l'air foncièrement gentil et attentionné, mais qui n'a pas forcément l'occasion de pouvoir partager ça avec ses proches. Il est donc entouré évidemment de ses frères, Zeus et Poséidon, et sa meilleure amie c'est Héra. On va également croiser d'autres figures de la mythologie grecque, notamment Aphrodite, son fils Eros et Apollon, donc le jumeau d'Artémis. Voilà pour le côté mythologie. Au niveau de l'histoire, donc, on va assister à la première rencontre, au premier contact entre Perséphone et Hadès. On sent qu'il y a quelque chose qui se développe entre eux, mais vous vous doutez bien que ça ne peut pas être aussi simple que ça. Je m'arrête là pour le résumer, pour pas vous spoiler les petits twists qui sont faits dans ce comic par rapport au mythe d'origine. C'était vraiment très très chouette, c'était très touchant. Il y avait aussi beaucoup d'humour, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi drôle. Il y avait aussi des passages assez difficiles. Il y a une liste de trigger warnings au début du roman graphique, je vous invite à aller les voir. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il vient d'être traduit en français, donc si ça vous intéresse, même si vous ne lisez pas en anglais, sachez que depuis la semaine dernière, il est disponible en français. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la réinterprétation se fait surtout au niveau des rapports entre les personnages. Une chose qui m'a surprise, notamment, sans trop vous en dire bien évidemment, c'est la relation que Héra entretient avec les autres dieux. Dans la mythologie grecque, Héra, c'est clairement pas une figure très sympathique, très positive. Certes, c'est la déesse du mariage, de la fidélité et de la famille en général, il me semble, mais c'est pas du tout une figure qui, moi, m'est agréable, tandis que là, elle a pour rôle vis-à-vis de Hadès, notamment le rôle d'amie mais sincère, c'est-à-dire qu'elle prend soin sincèrement de lui, elle s'inquiète réellement pour lui et pour sa vie amoureuse, il y a beaucoup de tendresse entre eux. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle laisse pas Zeus faire ce qu'il veut, c'était très très drôle. Le personnage de Poséidon, je l'ai trouvé à mourir de rire. Pour vous dire, Zeus et Poséidon, c'était un petit peu Dumb et Dumber dans cette réinterprétation, donc c'est ça en fait que j'ai apprécié, c'est vraiment les rapports entre les personnages. Et ce qui évidemment m'a le plus plu, je vous en avais parlé pendant le book haul dans lequel je vais vous le présenter, c'est les graphismes, c'est-à-dire que chaque personnage a une identité graphique et surtout une identité de couleur très précise. On le voit bien, hein, Hadès est en bleu tandis que Perséphone est en rose, mais c'est vrai pour l'ensemble des personnages, vous en trouvez d'autres. Par exemple, Artémis étant violet, Héra étant orange, bref, vous l'aurez compris, j'ai trouvé ça magnifique. Si vous cherchez une bonne réinterprétation de la mythologie grecque, qui soit très moderne, qui aborde des sujets difficiles, c'est-à-dire qui ne... comment dire, contrairement à d'autres réinterprétations, elle ne va pas gommer tous les défauts de la mythologie d'origine, loin de là, on voit les dieux tels qu'ils ont été écrits à l'origine, c'est-à-dire remplis de défauts. Les dieux dans la mythologie grecque, en tout cas dans les mythes d'origine, ne sont pas présentés comme des figures parfaites, loin de là, ils sont présentés avec tous leurs défauts, tous leurs travers, leur côté violent, leur côté manipulateur.
notamment Zeus et Héra font partie de ceux qui en général sont les plus décriés, tandis que Hadès est loin d'être un méchant. Il y a que dans Disney pratiquement que c'est un méchant, c'est juste le dieu de la mort, c'est pas un rôle de méchant, c'est son rôle, c'est son travail, point barre. Enfin bref, si vous cherchez une réécriture de mythologie qui fonctionne et qui soit très très contemporaine et qui en plus ait des graphismes absolument canons, eh bien écoutez, celui-là est fait pour vous. J'ai qu'une hâte, c'est que la suite sorte. Je pense que je vais essayer d'aller lire quelques planches en avance sur le site de l'autrice, mais peut-être avant vous de l'acheter, allez regarder sur son site justement, ça vous donnera une idée d'une part du style graphique et d'autre part du ton. Je sais pas du tout si la version en comic si la version webcomic est disponible en français ou si c'est seulement en papier que ça a été traduit, donc je vous laisse aller regarder, mais peut-être juste essayer. Si vous êtes amateur comme moi de mythologie, essayez et vous verrez bien si ça vous plaît. Et deuxième lecture graphique qui sera donc la dernière lecture de cet avis lecture, il s'agit de Aria. Ici on est dans un manga de science-fiction. On va suivre Akari qui est une jeune fille qui a grandi sur Terre. On se situe au 24e siècle. Elle a grandi sur Terre et elle va décider d'émigrer sur Mars. Mars a été terraformé, c'est-à-dire que ça a été rendu habitable avec notamment de l'eau, des villes, etc. Et elle va déménager à Néo-Venise, qui est, comme son nom l'indique, eh bien la nouvelle Venise, parce que au moment de la fonte des glaces sur Mars, le niveau d'eau a tellement monté que certaines villes sont devenues comme Venise, des villes qui sont sur l'eau. Et elle, son rêve, c'est de devenir une ondine, c'est-à-dire une gondolière, parce qu'elles ont un statut un petit peu particulier, et surtout, elles sont très réputées à Néo-Venise, donc elle va intégrer une école, Aria, la société Aria, pour devenir ondine, et elle va rencontrer notamment Alicia, qui est l'unique employée de cette société, et qui va devenir un petit peu son mentor, et surtout sa formatrice pour devenir gondolière. J'ai beaucoup aimé cette histoire, on est sur des petites tranches de vie, c'est-à-dire que chaque chapitre est un épisode de la formation ou de la vie de Akari sur Mars. C'était très mignon, c'était très drôle. J'ai beaucoup aimé le chat, je vous dis pas quel rôle il a joué parce que c'est un petit peu une petite surprise au début, mais j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. J'ai aimé, je crois qu'il y a 2 épisodes en tout qui sont consacrés au chat et c'était vraiment très très mignon. C'est un manga très doux qui fait beaucoup de bien, c'est un gros manga, il fait plus de 300 pages, donc moi j'ai pris une soirée pour le lire, c'était très chouette de faire une pause avec ça. C'est rare qu'on ait des aussi gros mangas, donc ça fait plaisir. Au niveau du style graphique, j'ai trouvé ça très très beau. Il y a notamment des planches en double page qui sont magnifiques. Je vous montre celle du feu d'artifice. J'ai beaucoup aimé le style. Si comme moi vous aimez les mangas doux, tranches de vie, mais avec soit une touche de fantastique, soit comme ici une touche de SF, eh bien écoutez, tentez celui-là. Le seul petit truc évidemment, c'est que comme c'est un gros manga, il a un prix, il coûte une quinzaine d'euros je crois, donc peut-être essayez pour tester de vous les procurer en bibliothèque ou en médiathèque, mais en tout cas allez jeter un coup d'œil. On commence à en entendre pas mal parler, notamment grâce à Alex Bouquin en Prada, mais je trouve qu'on pourrait en parler bien plus. Moi quand j'en avais discuté en librairie, le libraire m'avait dit que c'était un de ses énormes coups de cœur de l'année dernière, et je comprends, honnêtement je regrette de pas m'en être procuré plus pendant que j'étais en France. C'était vraiment très très chouette comme lecture, ça m'a fait beaucoup de bien. Et bien écoutez, c'en est tout pour moi et cet avis lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà lu certains de ces livres? Est-ce que d'autres vous font envie? Je vous attends dans les commentaires. Pensez à liker cette vidéo, c'est vraiment important pour moi comme pour YouTube. Ça me donnerait vraiment un gros coup de pouce si vous pouviez liker la vidéo, éventuellement vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et surtout ce qui m'aiderait beaucoup, c'est que si vous connaissez des gens à qui cette chaîne pourrait plaire, ou ne serait-ce que cette vidéo, eh bien essayez de leur recommander, ça peut leur faire plaisir. Moi ça me fait toujours plaisir quand on me fait des petites recommandations comme ça. Donc moi ce qui me reste à faire, c'est de vous dire un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!